Bonjour à tous et bienvenue sur le Reaching Podcast. On est sur l'épisode 1 aujourd'hui. Je vais essayer d'être assez concis sur le projet un petit peu que j'essaye d'amener avec l'émission podcast. Donc là, c'est l'épisode numéro 1. Je vais vous expliquer vous l'avez sûrement déjà vu dans le titre de quoi ça va parler. Et par la suite, on aura soit des invités, soit des conversations avec Coach Beasley, que vous connaissez déjà sur le programme de Basket Game On. On va avoir des conversations sur différents sujets que soit vous m'avez posé en question, soit que je trouve pertinent. En tout cas, c'est vraiment un podcast pour pouvoir vous aider dans votre carrière de basketteur et même au-delà. On va parler de sujets qui vont un petit peu au-delà du basket aussi. Et donc voilà, je trouvais pertinent de commencer par me présenter moi-même. On m'a beaucoup conseillé de faire ça dans un premier temps pour montrer un petit peu ma légitimité dans le projet. Et puis, ça va pas toujours être le cas, hein. C'est un exercice assez difficile que de parler de soi pendant, je sais pas combien de temps va durer le podcast, mais ça va durer un certain temps. Donc voilà. Écoutez, je vais envoyer le générique et on sera parti juste derrière. Ok, donc re-bienvenue sur les Reaching Podcasts, l'épisode 1. Donc au menu du jour, je vais me présenter, mes débuts dans le basket, les différents parcours que j'ai pu avoir dans le basket, les choses qui m'ont marqué, mon projet de partir aux États-Unis et qui s'est concrétisé par mon année donc du coup Aspire Academy dans l'Ohio, qui est la high school là où a joué la Melo Ball. Voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Je vais vous parler aussi du projet Reaching Sport, par où on est passé, par quelle vision on est passé. Je vais vous parler de tout ça. Je vais vous parler un petit peu de la vision de Reaching Sport. Et je vais finir par un tout petit peu sur l'entrepreneuriat. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que je m'appelle Mathis Coatrieux. Aujourd'hui, je suis coach de basket et je suis sur Reaching Sports à plein temps. Et donc, du coup, mes débuts dans le basket, ça s'est fait vachement tôt. Ça s'est fait à l'âge de 7 ans. En fait, j'étais comme tous les enfants de 7 ans à l'école. Et mes deux meilleurs potes, Lucas et Florent, faisaient du basket. Et en fait, un mercredi après-midi, ils m'ont dit, bah t'as qu'à venir, tu verras, c'est bien, on rigole bien, les entraîneurs sont cool et tout. Alors j'avais envie d'aller au basket comme j'avais envie de faire de la couture, quoi. Donc vu que c'était mes meilleurs potes, j'y suis allé. J'y suis allé et en fait, ça a cliqué dès le début, quoi. Dès le début, c'était trop bien. Je parlais que de ça sur le retour de la voiture. Le retour en voiture, pardon, avec mes parents. Je parlais que du basket, du basket, du basket, du basket, du basket, du basket. Bon, je pense qu'ils ont été un peu saoulés à l'époque, pendant toutes ces années que je parle que de ça. Mais voilà, il s'est passé quelque chose de magique ce mercredi après-midi quand j'avais accompagné mes copains au basket. Donc suite à ça, je commençais à faire les plateaux avec les copains. Ça jouait un peu pour le fun, les entraîneurs étaient cool, etc. Et un jour, je suis tombé un petit peu malade, tu vois, la petite gastro, je sais plus ce que j'avais, peut-être une petite grippe, j'en sais rien. Et je suis allé chez de la famille parce que mes parents pouvaient pas me garder et je pouvais pas aller à l'école. Du coup, je suis allé chez eux et en fait, il s'est avéré qu'ils avaient NBA TV. Euh, Tu sais, à l'époque, fallait avoir le câble et tout ça à la télé pour pouvoir voir des matchs de basket. Et ils avaient NBA TV. En fait, moi, je restais au lit toute la journée tellement j'étais mal. Et ils me mettaient la NBA à la télé. Dans la chambre d'amis, il y avait la télé. Et je regardais ça toute la journée, toute la journée. Et il se pourrait que cette année-là, donc l'année où j'ai commencé le basket, même les années d'après, je sois tombé malade un petit peu volontairement pour pouvoir aller regarder du basket à la télé. Donc voilà. Suite à ça, je me suis lancé à fond. Mes parents m'avaient acheté un panier et tout, donc je jouais tous les jours, matin, midi, soir. Je faisais que ça, que ça, que ça, que ça. Et mes parents m'avaient amené voir à l'époque. Donc je suis de Clermont-Ferrand.
J'ai grandi à Clermont-Ferrand, j'habite encore aujourd'hui à Clermont-Ferrand. Reaching Sports, le siège social est à Clermont-Ferrand. Et ils étaient allés, ils m'avaient amené voir jouer le Stade Clermontois qui jouait en Pro B à l'époque et qui était première de Pro B, je crois, premier de Pro B. C'est l'année où ils sont montés de Pro B à Pro A. Et j'ai encore plus kiffé l'atmosphère. J'avais qu'une seule envie en sortant des matchs, c'était de devenir pro. Et du coup, c'est comme ça que j'ai beaucoup appris le basket parce que mine de rien, je jouais dans un. Bon, c'est pas pour être méchant ou quoi, mais c'était pas le club référence du coin, on va dire. C'était le club de Moza Volvic et enfin, en Benjamin, j'avais pas un entraîneur exceptionnel pour être honnête. Je tairai son nom, mais donc en U13, Benjamin c'est U13. Et du coup, j'apprenais. Non, Poussin, pardon. Poussin et Benjamin. Non, Poussin, j'avais pas un entraîneur correct. Benjamin, ça allait. J'avais 2 filles en Benjamin qui étaient compétentes. Et en Poussin, du coup, vu que j'allais voir les matchs des pros, et ben j'essayais d'un peu de répéter ce qu'ils faisaient. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris à shooter. C'est comme ça que j'ai appris à faire les lay-ups. C'est comme ça que j'ai appris à dribbler entre les jambes. Toutes ces choses-là, en fait, je les ai appris en regardant des matchs à la télé, en regardant des matchs de pro et tout ça. Et donc voilà, arrivé en U13, en Benjamin, il s'avère que on a une super équipe de copains, on joue super bien. Et comme vous devez le savoir, en Benjamin, c'est là où les détections commencent pour les sélections départementales, ensuite régionales, etc. Et en fait, alors je sais pas si c'est comme ça dans tous les départements, à l'époque, ça s'appelait le tournoi des provinces, ça s'appelait. Donc en fait, on prenait le département du Puy-de-Dôme, donc Clermont-Ferrand c'est dans le Puy-de-Dôme, on le divisait en 4 géographiquement, et il y avait, ils avaient donné des noms, mais alors je les ai plus en tête, donc il y avait en gros le nord-est, le nord-ouest, ou bon bref, on va dire nord, sud, est, ouest, quoi. Il y avait 4 équipes et on faisait un plateau. Et moi j'étais dans l'une des équipes, et j'avais de la chance, j'étais pas tombé dans l'équipe où il y avait Clermont-Ferrand pur, j'étais tombé dans l'équipe un petit peu à côté. Du coup, je me suis dit j'ai toutes mes chances et en fait j'ai fait qu'un entraînement avec cette micro sélection puisque c'est même pas la sélection départementale et j'ai été coupé tout de suite et c'est là où j'ai eu ma plus grosse déception basket et qui a aussi nourri un petit peu quelque part mon esprit de vengeance et de compétition, c'est que j'ai été coupé et donc en fait à l'époque on recevait les courriers par lettre, enfin on recevait les convocations par courrier pardon, donc sur une lettre et tous mes potes l'avaient reçu, tous mes potes de l'équipe l'avaient reçu mais pas moi. Et je trouvais bizarre quand même qu'on soit 4 à avoir été sélectionnés, que mes trois copains ont reçu la lettre et pas moi. Je me dis, ça se trouve, il y a eu une erreur dans la poste et tout. Donc j'y suis allé à cet entraînement-là. Et c'est le pire souvenir basket que j'ai en fait, parce que j'avais rien à faire là. J'avais juste pas reçu la lettre parce que j'avais pas été sélectionné. Et du coup, c'était vachement un entraînement assez spécial parce que en fait, tu sais, il y avait un esprit un peu de. Je ne saurais même pas l'expliquer en fait. Un esprit un peu de. Tiens, c'est bizarre, on en a 22 sur la liste, on est 23, c'est bizarre, bon, machin. Tu vois, tu sentais que j'avais rien à faire là, et qu'il m'avait repéré en mode qu'est-ce que tu fais là, mon jeune, et tout ça. Et en plus, le coach, il coachait les sélections à l'époque, j'avais pas une grande affinité pour lui. Parce que il gueulait beaucoup, il était très dur, très 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 vexant, donc j'étais pas un grand fan. Donc c'était le pire la pire séance de ma vie. Je me souviens, je suis rentré, je me suis mis dans la voiture et c'était les parents d'un de mes potes qui nous avaient amenés et le trajet, donc on s'était entraîné, je sais plus à quel endroit, et le trajet à 20 minutes de là où on habitait, quoi, et le trajet paraissait tellement long, genre, j'avais qu'une seule envie, c'était d'arriver chez moi, de me mettre dans mon lit et de pleurer toutes les larmes de mon corps, tellement que que ça m'avait touché, quoi, tu vois, de pas être sélectionné, que mes copains le soient, pas par jalousie, mais juste parce que moi j'avais envie de jouer avec mes potes et qu'on était une vraie bande de copains et puis aussi peut-être un peu le fait que j'étais le moins fort des 4, quoi, donc ça m'avait un peu miné le moral, mais
Mais ça a réveillé un petit peu quelque chose en moi. Et l'année d'après, j'ai changé de club pour aller dans un club où il y avait Minime France, euh, Cadet France, tout ça. Donc j'ai décidé du coup de partir dans un club qui est un petit peu plus loin de chez moi, mais qui avait des belles ambitions et puis qui était voilà, donc il y avait des opportunités de s'entraîner de temps en temps avec du championnat de France et tout. Donc j'ai saisi l'opportunité, c'est le club de Chamalières, qui correspond plus ou moins au quartier, enfin quartier, euh, à la banlieue assez riche de Clermont, mine de rien. Donc j'avais des copains dans mon équipe où les parents étaient soit chefs d'entreprise, enfin c'était assez spécial parce que moi je suis pas du tout d'une famille riche, loin de là. Enfin, je veux dire, mes parents les deux sont fonctionnaires enfin, j'ai jamais manqué de rien, hein, loin de là, mais voilà, j'avais pas le même niveau de vie que mes coéquipiers à l'époque, mais bon, ça c'était pas le souci. Donc j'ai fait une année là-bas, je me suis pas entraîné avec les Minimes France. Je me suis pas entraîné avec les Minimes France. Pas la première année, la deuxième année, j'ai fait quelques entraînements avec eux, mais rien de fou. En fait, j'avais pas du tout été sélectionné pour faire Minime France. Mais par contre, à partir de Minime, c'est là où j'ai commencé à rentrer un petit peu dans le côté de mettre la casquette d'entraîneur, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y avait des stages à chaque vacances, et une fois on m'avait dit, ben, si jamais tu veux venir entraîner des U7 ou U9, enfin, ça s'appelait baby basket, mini basket, je sais plus comment ça s'appelait à l'époque, bah, tu peux venir. Et j'y suis allé parce que j'aimais vraiment ça, j'aimais vraiment être autour du terrain, et puis surtout qu'entre midi et deux on pouvait aller shooter. Donc c'était vraiment une belle opportunité pour moi, et puis ça occupait bien mes journées aussi, je dois pas le cacher. Et bon, j'ai aimé, j'ai pas accroché, c'est-à-dire que pour moi, c'était jouer et rien d'autre. Mais il y a eu de bonnes choses, quoi. Il y a eu des choses intéressantes. Et donc voilà, l'année d'après, j'ai fait cadet, que départemental. Départemental, ouais, les deux. J'étais un petit peu avec l'équipe 1 qui joue en régional, mais vraiment pas beaucoup pour être remarqué, quoi. Mais l'année U20, donc l'année junior, notre club s'était engagé en championnat de France. Et en fait, bah, j'ai vécu la meilleure année basket de ma vie en France parce que, en fait, on était une bande de potes. Il y en avait donc U20, moi j'étais en terminale. Non, j'étais en première, moi. Non, bon, bref, je sais plus. Non, j'étais en terminale. Il y en avait qui commençaient leurs études. Il y en avait qui arrivaient dans la vie active et tout. Et en fait, on était un petit peu tous différents, mais tous super potes. Donc les voyages en bus, c'était trop marrant. En plus, le dernier match de la saison, on avait fait un espèce de petit voyage avec les parents. On avait joué contre Sable d'Olonne et on était resté tout le week-end. On avait vraiment bien rigolé et tout. Donc c'était une année comme on aime en avoir tout le temps, quoi. Une année entre potes, quoi, où on rigolait, on faisait tout et n'importe quoi. En plus, on jouait bien, on gagnait des matchs. On a fini troisième de notre poule, et dans notre poule, il y avait Poitiers, le centre de formation de Poitiers qui venait de descendre de Pro A, enfin Jeep Elite, pardon, de Jeep Elite Pro A à l'époque, et Boulazac qui venait de descendre aussi. Donc c'était les vraies équipes qui jouaient en espoir l'année d'avant. Euh, il y avait qui d'autre? Il y avait l'Hermine de Nantes. Il y avait Vichy qui jouait en N1, donc c'était le centre de formation. C'était le centre de formation qui faisait et la N3 et les Juniors France. Donc on avait vraiment un bon groupe, et puis on a gagné des matchs, et puis on s'est bien débrouillé, et puis on a vraiment on a passé une super année ensemble. Donc voilà. Ça c'était pour ma carrière, on va dire carrière, hein, club en France, carrière jeune. Mais il y a quelque chose qui n'a pas été négligeable pour moi, c'était les camps de basket d'été. Donc j'en ai fait deux. J'ai fait le camp SEJ pendant, je dirais, 4 ans. 4 ans, et j'ai fait le camp Tabo Céphalocha pendant 1 an. Alors je vais pas trop revenir sur le camp Tabo Céphalocha, même si j'ai vraiment beaucoup appris, j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que c'était un camp vraiment particulier. Bon, c'était en Suisse, mais il y avait vraiment du niveau. Mais le camp SEJ m'a marqué pour trois raisons. Et j'aimerais en parler du coup sur ce podcast parce que ça a été un élément qui a déclenché quelque chose en moi. C'est ma relation avec le travail, je dirais le hard work.
le fait d'optimiser son temps. Il y a deux figures très marquantes pour moi lors de ce camp. La première, c'était mon coach avec qui j'ai eu une affinité tout de suite. D'ailleurs, je suis encore en contact aujourd'hui avec lui régulièrement et même si, bon, il y a eu des moments de haut et de bas dans notre amitié, mais Franck, José Franck Lelot, qui m'a vraiment fait comprendre ce que c'était que la discipline, ce que c'était que le travail, ce que c'était que de... Il m'a fait voir le basket sous un autre angle. Lui, c'était un gars qui était de la région parisienne, qui avait joué en espoir, qui avait fait... Enfin, je vais pas faire son CV, mais qui avait un rapport au travail et puis une sorte de... Bon, allez, on va dire de charisme qui faisait que quand on jouait pour lui, on avait vraiment envie de se donner à fond. Et du coup, il m'avait fait faire du travail supplémentaire, du shoot. Il m'avait vraiment pris un petit peu sous son aile. Ça, c'est la première personnalité marquante de ce camp. Et la deuxième, bien connue, qui est aujourd'hui coach individuel à Lasvel, c'est Joseph Gomis. Il était en équipe de France à l'époque. Et en fait, lui, donc SEJ, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est un camp pour les jeunes. N'importe qui pouvait s'inscrire. Je ne sais pas si ça existe encore, mais voilà. Oui, je crois que ça existe encore. Mais n'importe qui pouvait s'inscrire. Et les pros, il y avait une partie amateur, il y avait une partie professionnelle où des pros qui jouaient en équipe de France ou autre venaient avec Sylvain Lautier et passaient leur été à faire du shoot, à faire du travail individuel et tout. Et il y avait Joseph Gomis, l'époque où il était en équipe de France. Et j'ai jamais vu un travailleur pareil, je vous le dis sincèrement. Euh, j'ai jamais eu vraiment la chance de le côtoyer enfin, de le côtoyer tout court. Mais, euh, mais c'est un mec qui m'a inspiré rien qu'en le regardant. Euh, Vraiment, 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 vraiment gros travailleur, hygiène de vie exceptionnelle. Ça se voyait déjà, hein, on le croisait juste parce qu'en fait les pros ils s'entraînaient avant nous le matin. Si je dis pas de bêtises, ils devaient s'entraîner entre midi et deux et le soir ils passaient leur soirée à faire du shoot et tout ça. Et je les ai vus, je les ai observés, et Joseph Gomis sortait vraiment du lot parce que il jouait en Espagne à l'époque et il faisait de grosses saisons en Espagne et sa carrière il le doit, bon, il en parlera sûrement mieux, mais sûrement mieux que moi parce que c'est sa carrière, mais je pense pas que la chance ait grand chose à voir là-dedans tant c'était un travailleur acharné et que tout ce qui lui est arrivé il l'a mérité. Donc il a joué en équipe de France, il a joué à Limoges en fin de carrière. Enfin, voilà, il m'a inspiré en le regardant. Et j'ai un très bon souvenir de ce camp, puisque j'avais fini, ma dernière année là-bas, j'avais fini meilleure progression du camp. Donc j'en garde un excellent souvenir. Voilà, je dis beaucoup de mais je vais essayer de me calmer là-dessus. Donc voilà pour tout ce qui est mes jeunes années. Et ensuite, j'ai eu le projet, donc c'était en parallèle de tout ça, c'était quand je suis arrivé en seconde. Donc tu sais, il y avait le rendez-vous chez le conseiller d'orientation et tout, et le conseiller d'orientation me regardait mes résultats. Donc moi j'étais en bac technologique, enfin j'étais dans un lycée technologique pour faire un bac technologique. En seconde, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais voilà, c'était pour faire STI 2D, ça s'appelait, électrotechnique. Et donc on avait des rendez-vous chez le conseiller d'orientation, on en avait 2 par an, je crois, ou 2 par trimestre, je sais plus. Et le gars me disait, oui, bah avec ton profil, le BTS c'est la meilleure option, est-ce que t'as pensé à ce BTS, ce BTS, ce BTS Et en fait, moi je l'écoutais vraiment d'une oreille, et il y a eu un rendez-vous où je suis arrivé, c'était un rendez-vous, c'était l'avant-dernier rendez-vous de l'année, et le dernier rendez-vous de l'année c'était avec les parents. Donc l'avant-dernier rendez-vous, j'arrive, je dis écoutez moi, vous me parlez de BTS et tout ça, ouais j'avais du culot en seconde. Vous me parlez, vous êtes bien sympa de me parler de BTS, mais moi je vais aller faire mes études aux États-Unis. Et il me dit oui, alors l'école de commerce de Clermont-Ferrand peut proposer une alternative qui pourrait correspondre à ce que vous attendez. Je dis non, non, mais vous n'avez pas compris, monsieur. Moi, je veux faire mes études de A à Z, je veux pas faire de partenariat, je veux partir là-bas, jouer au basket là-bas en universitaire, un point c'est tout. Et je lui avais ramené des documents et tout ça.
Et je m'étais dit, je me le suis mis à dos, le copain là. Et dernier rendez-vous avec les parents, je stressais de fou parce que, en fait, tous nos rendez-vous avaient conclu à rien du tout. Si ce n'est que je voulais partir aux États-Unis et que lui me parlait de l'école de commerce et il fallait que j'ai tel résultat pour pouvoir faire cette école de commerce et tout. Enfin bon, voilà. Et en fait, il est allé totalement dans mon sens en fait, parce que j'en avais jamais parlé à mes parents de cette envie de partir aux États-Unis. Et il est allé dans mon sens. Enfin, j'en je- j'en- je- j'en avais sûrement des frissons de ce moment-là parce que je me souviens qu'il avait dit à mes parents, euh, bah, il est vraiment déterminé à partir. Regardez tout ce qu'il a fait, ça c'est vraiment un signe. Et du coup, ben, j'avais mis un petit peu ça dans la tête de mes parents, qui étaient pas chauds du tout, mais qui avaient compris que voilà, et puis qui me connaissent, hein, quand j'ai une idée en tête, j'y vais quoi. Je réfléchis 2 minutes, mais je suis un fonceur par contre, donc ils savaient que d'une façon ou d'une autre j'allais partir, et eux ils étaient totalement opposés. Alors j'ai fait des choses qui sont pas très, je vous déconseille de faire ça parce que j'en suis vraiment pas fier. En fait, j'avais redoublé ma seconde et en terminale, j'étais majeur du coup. Et j'ai fait toutes les démarches pour partir aux États-Unis dans le dos de mes parents, jusqu'au visa. Le visa, ils étaient au courant. C'est-à-dire que j'avais pris rendez-vous avec une agence qui s'appelait AEV, enfin qui s'appelle toujours, j'ai vu qu'elle existait encore, j'ai fait ma petite recherche, AEV Athletics. Euh, D'ailleurs, gros merci à eux de m'avoir trouvé et de m'avoir donné l'opportunité de partir aux États-Unis. Ils sont surtout sur le domaine de la natation, je suis plus sûr que ce soit vraiment sur le basket. Eux, c'est foot, tennis, natation. Donc voilà. Bref, euh, donc j'ai fait les démarches avec cette agence. J'avais signé sans vraiment prévenir mes parents. J'avais pris rendez-vous, parce que bon, une année aux États-Unis, c'est pas gratuit, hein. Rendez-vous avec la banque pour faire le prêt à la banque. J'avais fait les rendez-vous tout seul. J'avais fait la demande de visa, j'avais fait tout presque dans leur dos. Alors ils étaient plus ou moins au courant que je m'étais inscrit dans une agence parce que j'avais dû leur en parler, parce que je crois qu'il fallait leur autorisation. Euh, enfin voilà, j'avais un peu tout fait dans leur dos. Et un jour, je me pointe dans la cuisine de chez mes parents. Enfin, mes parents sont séparés. En l'occurrence, c'était la cuisine de ma mère. Et je lui dis, écoute, voilà, j'ai rendez-vous mercredi à 10h30 à la banque. Je dirais pas le nom. C'était pas ma banque habituelle, c'était une autre banque. Donc j'avais fait des démarches auprès de ma banque, j'avais fait des démarches auprès d'autres banques pour lesquelles le projet USA pouvait matcher, quoi. Et, et du coup, bah, je leur ai dit, bah écoute, j'ai dit à ma mère, j'ai rendez-vous tel jour, telle heure pour faire une demande de prêt et vraisemblablement je vais avoir besoin de ta signature comme garante. Donc voilà. Et elle était pas très surprise parce que, mine de rien, elle me voyait faire quelque part. Mais je pense qu'elle avait peur, mais elle m'a vraiment aidé là-dedans parce que elle était venue au rendez-vous avec moi, elle avait négocié le prêt mieux que moi, beaucoup mieux que moi, parce que moi c'était bien ce que j'avais fait, mais je partais avec des taux d'intérêt qui étaient pas viables. Bref, elle m'avait aidé et mon père savait pertinemment. Il m'a dit, écoute, je te connais. Euh, je sais que si je t'aide pas, tu partiras quand même, donc autant t'aider, quoi. Donc il m'a aidé là-dedans, surtout financièrement. Il m'a aidé, enfin financièrement quand j'étais là-bas. C'est-à-dire, il me donnait de l'argent tous les mois, et quand il y avait des dépenses à faire avec Spire, euh, pour d'autres raisons, je n'ai pas trop d'exemples en tête, mais voilà, il m'aidait. Il m'aidait, et puis c'était des vrais sacrifices pour lui, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas issu d'une famille riche du tout. Et donc il a pris aussi cette année sacrifice pour lui. Donc voilà. Donc j'avais fait les démarches auprès d'une agence qui m'a proposé, qui a envoyé mes CV, mes vidéos. Il fallait que je fasse des vidéos d'entraînement et tout. Enfin bon, qui avait envoyé mes CV à toutes les universités. Bon, une division 1, j'avais pas le niveau. Toutes les universités de division 2, division 3, toutes les junior college. Donc junior college,
comment dire, c'est des universités beaucoup plus petites qui se font en 2 ans. Et c'est un. Ben, si vous connaissez la série Last Chance U, que ce soit au foot ou au basket, c'est fait dans des junior college. Donc voilà, ils avaient envoyé mes CV partout. Donc j'avais eu des touches dans différentes junior college, pas dans NCAA, pas du tout, mais c'était. Enfin, il y avait rien de. C'était pas des écoles très sérieuses, on va dire. Parce que si jamais vous avez l'intention de partir un jour aux États-Unis, il faut vraiment se méfier dans quoi on met les pieds parce que il y a des histoires qui sont. Peut-être que je ferai un jour un épisode là-dessus pour parler de ça parce que on peut vite se retrouver à être dans des mauvais endroits où on est à peine nourri, à peine logé. Enfin bon. Et donc j'ai reçu des offres, mais elles étaient pas. Ils m'ont dit bon, écoute, c'est pas très sérieux quoi. Mais j'ai eu 3 propositions. Et j'ai eu la proposition de la prep school Sunrise, qui est dans le Kansas. J'ai eu. Je mange toujours le nom de cette prep school qui était dans l'Arizona, euh, qui était à Phoenix. Je sais plus le nom, j'arrive pas à remettre le doigt dessus, qui doit même plus exister d'ailleurs aujourd'hui. Et Spire Academy. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en 2014, à l'heure où je vous parle là, à l'heure où je parle de partir aux États-Unis, et que Spire Academy, ça a ouvert ses portes en 2012. Donc c'est pas très connu, mais c'est très ambitieux. Et enfin très 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 ambitieux, c'est tout neuf. Et ils avaient fait venir un coach Bossman, j'en parlerai un petit peu après, qui qui euh, qui était vraiment un coach qui est toujours un coach de renom là-bas. Alors il est un peu moins hypé qu'à l'époque, mais quand j'y suis allé, c'était l'un des meilleurs coachs des États-Unis pour le niveau prep school, high school. Et donc il y avait ces 3 écoles-là. Et ce que j'avais beaucoup aimé à Spire, c'était la réactivité et le côté sérieux de. C'est-à-dire que j'avais eu des rendez-vous avec les trois écoles. Donc celle à Phoenix où ça s'est pas très bien passé. Ça s'est pas très bien passé parce que bah, le mec m'avait appelé en vidéo call, un peu comme un appel, vous savez, vidéo WhatsApp. Enfin, c'était sur Skype à l'époque. Et en fait, il faisait autre chose en même temps et tout, donc j'étais pas trop rassuré. Enfin, les 3 étaient au même prix, pardon. Mais j'étais pas trop rassuré de partir là-bas. Ensuite, il y avait Sunrise qui était ultra coté à l'époque, qui était dans le top 5. Et chaque année, ils avaient des joueurs qui partaient dans les divisions 1, dans les NCAA division 1, en, qui partaient en NBA. Chaque année, chaque draft, il y avait des mecs qui sont passés par là, par cette école. Et en fait, le temps que je donne mon avis positif, ça avait été refusé. Enfin, ils avaient dit, bah, il n'y a plus de place, tant pis. Donc j'avais décidé d'aller à Spire. Et Spire, ce que j'avais beaucoup apprécié, c'était l'échange avec les coachs, où enfin, on sentait vraiment qu'ils essayaient de me mettre à l'aise, de me mettre dans un confort, de me rassurer. Et donc j'ai décidé de partir pour Spire. Ce qu'il faut savoir, à Spire à l'époque, ça coûtait 38 000 $ la saison. Et que je sais pas pourquoi, mais le fait que je sois étranger m'a permis d'avoir une bourse. Et bon, on va parler de prix, mais j'avais eu une bourse sportive et donc j'ai payé entre guillemets, que 10 000 $ la saison. Mais croyez-moi que c'est pas cher pour ce que c'est, 10 000 $ parce que on avait, enfin, j'en parlerai peut-être un peu plus dans de prochains podcasts si jamais vous avez des questions là-dessus, mais les infrastructures, c'était même en France, en Jeep Elite, même à l'INSEP, je pense qu'ils ont pas, enfin, même à l'INSEP, ils n'ont pas des infrastructures comme ça. Ils n'ont pas des coachs comme ça, enfin des coachs, je parle au sens large du terme, des staffs comme ce qu'il y avait, parce que le préparateur physique c'était Michael Johnson, l'ancien Usain Bolt américain, quoi, l'ancien coureur olympique. Euh, donc Michael Johnson Performance, il y avait tout ça. Là où était le coach Mike Anderson qui fait le programme Reaching Sport Ball in Strong, qui l'a créé. C'est là-bas où je l'ai connu, enfin c'est là-bas que je l'ai connu, mais j'en parlerai quand je parlerai de Reaching Sports. Donc voilà, me voilà, 19 ans, bac en poche, à devoir partir aux États-Unis. Et
Donc stress de fou, fallait que j'y sois, je crois que c'était le 24 août, fallait que je sois le 24 août. Et je pars, je prends l'avion, j'avais... le seul mail que j'avais reçu avant, c'était il y a un camion blanc qui viendra te chercher à l'aéroport de Cleveland, parce que Spire c'est à côté de Cleveland, qui viendra te chercher à l'aéroport à l'heure où tu atterris. C'est la seule info que j'avais. Je savais pas qui allait me chercher, je savais pas à quoi ressemblait ce van blanc, je savais pas comment s'appelait le mec qui était dedans, j'avais pas le numéro du mec qui était dedans, j'avais rien. Et je pars. Je me dis, bon, enfin, je me souviens même plus. Enfin, j'étais stressé, mais je pense que j'étais stressé plus par rapport à mon année que par rapport à ça. Et en fait, l'avion prend 1 heure de retard. Prend 1 heure de retard. Et moi, j'avais une escale, donc j'arrive à New York et j'avais 1 heure pour. Et c'était pas une escale directe, donc il fallait que je récupère mes affaires, que je remette mes affaires dans l'avion et que je reparte. Et je sors de l'avion avec 1 heure de retard. Et donc, en fait, au moment où je sors de l'avion, c'était le moment où l'hôte devait. Non, 10 minutes après, l'hôte devait décoller. Et pour ceux qui sont déjà allés aux États-Unis, le moment où tu sors de l'avion, c'est le moment le plus long de la Terre parce qu'il faut que tu donnes ton passeport, il faut que tu fasses la queue pour voir, enfin, mettre tes empreintes digitales et tout. Ensuite, il faut que tu. Enfin, la douane, quoi. Ensuite, il faut que tu ailles chercher tes affaires et tout. Ça prend un temps fou, ça prend 3 quarts d'heure, 1 heure, quoi. Et moi, j'avais pas ce temps-là. Et donc, j'essayais un peu de faire pleurer les gens en disant mon avion décolle dans 10 minutes, faut vraiment que je me dépêche et tout. Et j'ai réussi à griller la ligne, enfin la queue quoi. Et j'arrive devant le mec de la douane et l'américain typique, tu vois. Et le lourd dingue, tu vois. Et le lourdingue qui bouffait son donuts et qui avait comme dernière préoccupation le fait que j'avais un avion dans 3 minutes qui était à l'autre bout de l'aéroport. Et le mec commençait à me faire des vannes, à me dire toi tu joues au basket toi? Parce que je mesure qu'un mètre 73 et je faisais à l'époque 50 kilos. Il dit toi tu joues au basket? Toi tu vas jouer dans un. Il dit ouais, il demande à ses collègues vous connaissez Spire? Et au bout d'un moment je lui dis écoutez monsieur, enfin, avec mon pauvre anglais d'époque, je suis vraiment désolé mais là va falloir que j'y aille quoi, que enfin, dans quelques minutes il y a mon avion qui décolle donc. Et il m'a regardé d'un air froid et il m'a dit I don't care, en mode je m'en fous. Et là il était mais je saurais même pas le décrire en un seul mot, il était mais puant quoi, le gros connard quoi, excusez-moi du terme. J'essayerai de le biper si je le retrouve ce terme là, mais voilà le gars qui faisait exprès de prendre son temps, qui est parti un moment, mais enfin qui est parti pendant 30 secondes, je pense. Non, peut-être pas, enfin peut-être 2 minutes. En mode je vais prendre une pause, je vais prendre un café, je reviens, tu vois. Et là, j'étais mais sous un stress incroyable. Je Finalement, je récupère mon passeport, c'est l'heure où je dois décoller. Je cours dans tous les sens, etc. Mon avion il décolle dans 1 minute. Je récupère mes bagages, je dépose mes bagages dans le. Pour être honnête avec vous, je savais même pas si c'était le bon endroit dans lequel je déposais les bagages. Je me fais engueuler par la dame qui récupère les bagages, parce qu'elle me dit oui, votre avion décolle dans quelques minutes, ça veut dire qu'il va falloir Enfin, qui ça se trouve, ouais, les bagages vont pas pouvoir rentrer parce que c'est déjà fermé et tout. Oh, le mode, oh là 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 là. Bref, ça passe, il récupère mes bagages, je cours jusqu'au terminal, enfin jusqu'au quai jusqu'à la gate. Et là, je vois qu'il y a 30 personnes mais personne fait la queue pour rentrer dans l'avion. Et je me dis, oh punaise, je l'ai loupé, comment je vais faire? Comment je vais faire? J'ai pas l'adresse du mec, j'ai pas internet, j'ai pas de téléphone, j'ai rien. Le gars il sait même pas comment je m'appelle, je sais même pas comment il s'appelle, j'ai même pas le numéro de Spire. Comment je vais. Enfin, à l'époque, les Wi-Fi dans les aéroports c'était un truc genre 15 € les 15 minutes. Enfin, c'était vraiment cher quoi. J'étais bloqué. J'étais bloqué, dans ma tête j'avais loupé mon avion. Ça faisait 20 minutes qu'il aurait dû décoller. Donc je me dis, oh là là, comment je vais faire? Et là, je trouve un mec qui avait l'air, enfin, dans
comment dire ça, dans son accoutrement, dans son uniforme, il avait l'air de travailler à l'aéroport. Mais travailler classe à l'aéroport, quoi, hein. C'était pas, il avait pas sa petite blouse bleue, son petit badge, etc. Là, c'était vraiment un gars classe, quoi. Et je lui dis, excusez-moi, est-ce que l'avion pour Cleveland a décollé? J'ai eu une galère, mon avion d'avant était en retard. Et il me dit, oui, oui, il vient de décoller là. Et là, je me dis, non, j'ai loupé, mais comment je vais faire? Et là, il reprend la parole, mais genre 15 secondes après, pour me dire, non, je déconne, c'est moi le pilote, il décolle dans 20 minutes, il y a un peu de retard. Soulagement. Mais, rappelez-vous que je n'ai toujours pas le numéro du mec, je sais pas à quoi ressemble ce van, et que je vais arriver en retard. Et que lui vient au moment où mon avion atterrit. Donc je stresse quand même, mais bon, je respire un peu quand même. Je respire un peu, je, je rentre dans l'avion, l'avion décolle, tout se passe bien. Bon, j'arrive avec l'heure et quelques de retard à Cleveland. Je récupère mes bagages, l'aéroport de Cleveland n'est pas très très grand, donc ça va. C'était pas très long de récupérer les bagages et de faire la... Enfin, il n'y avait pas de douane du coup, vu que c'est pas un aéroport international. Et euh, je sors, et là, il doit y avoir 6 vannes blancs d'affilée. Tous les mêmes. Les 6, c'est les mêmes. Et je vous rappelle une dernière fois que j'ai pas le nom du gars, je sais pas à quoi il ressemble, j'ai pas son numéro, j'ai rien. Lui-même ne sait pas à quoi je ressemble, ne sait pas comment je m'appelle. Ça doit faire. Il y a de grandes chances qu'il soit parti parce que mon avion avait atterri 1 heure en retard. Donc le temps que je récupère mes bagages, ça faisait 1 heure et quart qu'il devait attendre. Peut-être qu'il était reparti. Et là, je récupère mes bagages et je passe le long des petits vannes là. Et je regarde à l'intérieur. Enfin, tu sais, je regarde un petit peu d'un air curieux en mode est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, je passe au suivant, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui. Et là, je dois faire deux, trois allers-retours à faire ça. Et d'un coup, il y a un gars dans un minibus qui m'en regarde et qui me montre du doigt une pancarte avec marqué Spire Academy. Et je dis, excusez, donc je lui dis, ah machin et tout. Et je dis, bonjour, c'est vous qui venez me chercher. Il me dit, est-ce que t'es Mathis et tout. Je dis, oui. Il dit, vas-y, monte, on va au dortoir. Enfin, on va à ton le lieu où tu vas habiter, quoi. Donc je monte. Le gars, il avait un accent de l'Ohio à couper au couteau. Je comprenais rien de ce qu'il me disait. J'avais pas dormi pendant je sais pas combien de temps. J'étais stressé. Il me parlait de je sais pas quoi. Mais je suis incapable de me rappeler de ce qu'il me disait. Et c'était un vieux et il avait ce qu'ils appellent aux États-Unis un country guy. Il avait tendance un petit peu à en plus chanter enfin chanter, à mettre du rythme dans la voix. Par exemple, quand je suis rentré dans le bus et que j'ai fermé la porte, et Next stop, Quail Hollow. Il parlait un peu comme ça. Et on y va. Et là, enfin, j'étais heureux de savoir que, bon, ça y est, je savais que ça allait bien se passer parce qu'il y avait un adulte, un référent qui était avec moi, qu'on m'attendait au lieu de vie. Donc le lieu de vie, il n'y avait pas de dortoir à l'époque à Spire, c'était en travaux, du coup on dormait dans un hôtel à 30 minutes de Spire, qui s'appelait Quail Hollow, et qui était en fait un hôtel un peu luxueux, et à l'intérieur de l'hôtel il y avait une petite annexe, et on dormait dans cette petite annexe, là tous les athlètes dormaient là-bas. Et donc on y va, j'arrive là-bas, euh, j'arrive un jour en retard, parce qu'il n'y avait pas d'avion avant, donc tous les coéquipiers se connaissaient pas, mais c'était déjà vu. Et on me dit, bah t'es dans la chambre du fond, là-bas, il y a un mec qui. Donc le surveillant vient me chercher, il me dit, bah t'es dans la chambre du fond, t'es avec un footballeur américain qui s'appelle Joe. Donc, Joey, pardon. Mais je l'appelais Joe. Et je rentre, et là, je vois un mec qui fait ma taille, et qui faisait littéralement, je l'ai su un petit peu après, qui faisait littéralement le double de mon poids. C'est-à-dire que moi, à l'époque, je pesais 52 kilos, il en faisait 104. Il faisait ma taille. Et, euh, et donc bon, je m'installe et tout. Je parlais pas très bien anglais à l'époque, donc et puis lui, c'était, enfin, je dis, j'ai pas envie de dire qu'il était raciste, mais on voyait clairement que ça l'embêtait d'avoir un petit Français dans sa chambre. Lui, il aurait préféré un bon vieux Américain classique, quoi. Donc bon, on commençait à parler. Il était pas méchant, au contraire, il était très gentil. Enfin voilà.
Bon, ça s'est bien passé au final. Je suis resté en coloc avec lui pendant 6 mois parce qu'après il a signé dans une université. Mais voilà, j'étais en coloc avec lui en gros. Et, euh, et le lendemain, donc entraînement, le lendemain matin, donc on arrive, le coach nous fait son brief de début d'entraînement, donc c'est la première fois que je le vois. Donc très sympa, très souriant, il m'a parlé un peu de comment il voyait la saison, de ce qu'il attendait de moi, de ce qui lui avait plu dans les vidéos que je lui avais envoyées et tout. Et il nous fait le brief de l'équipe, où il explique les règles à suivre, qu'il faut pas dire de gros mots, qu'il faut pas que des règles un peu militaires. Par exemple, on n'avait pas le droit de quand on était fatigué, on n'avait pas le droit de mettre ses mains sur ses genoux. En fait, il fallait pas montrer de signe de fatigue jamais en fait. Jamais 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 fallait montrer un signe de fatigue. Il y avait ça, il y avait le côté retard, il y avait le côté enfin bref, toutes des règles un peu à la militaire. Et arrive le premier entraînement, qui est l'entraînement. Je vais vous en parler pendant quelques minutes, euh, qui était surprenant, on va dire. En gros, on arrive un petit peu en avance, on arrive, on fait des shoots un petit peu chacun de son côté, le coach nous parle un petit peu un par un pour savoir comment on va, comment on s'est installé et tout. L'échauffement commence, donc on fait un étirement dynamique. Aux États-Unis, c'était tout le temps. On avait 2 entraînements par jour, que ce soit le matin ou l'après-midi, que ce soit le lundi ou le samedi soir, on avait 10 minutes d'étirement dynamique. Donc on faisait des allers-retours, un peu comme dans le programme Game On, hein, c'est inspiré de ça. On avait ça tout le temps, 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 tout le temps. Et bon, pas sur le premier entraînement, mais on avait aussi toujours du dribble à chaque entraînement, mais ça, je vous en parlerai quand je parlerai de la semaine type à Spire. Donc premier entraînement, on fait l'étirement dynamique, ensuite on fait une espèce de criss-cross, enfin je sais plus si c'était le criss-cross ou passe, passe, retour de passe, lay-up, il fallait vite revenir et tout ça. Et je sais pas comment je me suis débrouillé, je suis passé dans le deuxième groupe. Le premier groupe, j'ai jamais vu autant d'intensité sur un criss-cross quoi. Paf, 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 lay-up, bam, 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 ça revient, lay-up. À nous de partir, et là, je suis avec 2 monstres athlétiques, 2 ailiers. Donc je fais la passe, je cours, je suis en retard pour revenir. Je redonne le ballon, je cours, le gars claque un gros dunk. Je fais la remise en jeu, donc celui qui fait la remise en jeu, il est un petit peu en retard. Je me tape le sprint de ma vie pour rattraper. Je reçois le ballon, je le redonne. L'autre joueur fait un gros dunk aussi. Et là, j'ai jamais couru aussi vite de ma vie. En gros, sur le premier criss-cross sur le sol américain, j'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Et le coach vient me voir à ce moment-là, il me tape sur le torse et il me dit Welcome to American Basketball. Bienvenue au basket américain quoi. Et c'était donc là on a fait l'échauffement d'une intensité des criss-cross d'une intensité rare quoi. Et ensuite donc ça a duré entre l'étirement dynamique et l'échauffement donc on a peut-être fait autre chose que le criss-cross, je sais plus. Euh, une fois que ça c'est fini, on fait pick-up game. Donc on était 20, il y avait l'équipe 1, l'équipe 2 de la prep school. En fait, l'équipe high school, ils étaient pas assez nombreux, ils étaient 8. Du coup, ils étaient venus dans l'équipe prep school. Ce qui fait qu'on avait 2 équipes prep school. On avait 2 équipes de 10. Mais enfin, pour l'instant, il n'y a pas d'équipe 1, équipe 2, on est 20. Donc on fait 2 pick-up, enfin, on fait 4 équipes. Il y avait 2 terrains et en fait on jouait sur les 2 terrains. Donc quand on finissait un match, on faisait par temps, donc toutes les 10 minutes on switchait d'équipe et on a fait ça pendant, je crois que c'était 3 heures. Premier entraînement, il était interminable, je vais vous expliquer après. Donc on fait ça et vous vous doutez bien, petit, français, j'ai pas touché un ballon de l'entraînement, je crois que j'en ai touché, j'avais compté et je crois que j'en ai touché 7 et à chaque fois c'était sur des rebonds où j'ai dû intercepter peut-être une fois le ballon, ou peut-être fait 1 ou 2 remises en jeu, mais j'ai touché 7 fois le ballon en 3 heures. J'ai fait que des allers-retours, j'ai pas shooté une seule fois, un entraînement cata quoi. Et à la fin de l'entraînement, donc en fait pendant les 3 premières semaines, c'était toujours ça. À la fin de l'entraînement, le coach nous faisait faire des suicides en fractionné. Donc il y avait un groupe de 10, donc on était réparpillés sur les 2 terrains. Il y avait un groupe de 10 qui partait faire le suicide avec le chrono, il fallait le faire en moins de 32 secondes. Et dès que le chrono sonnait, donc les 32 secondes étaient finies, l'autre groupe partait. Et il fallait en faire 20. En fait, il y avait un jour où c'était 20, donc le lundi
mercredi, vendredi, où c'était 20, et le mardi, jeudi, samedi, où c'était que 10. Mais on avait toujours des suicides en fractionné. Donc bref, 20 suicides. Euh, et si le dernier suicide, enfin le 20e suicide, tu ne le fais pas en moins de 32 secondes, tu continues. Voilà, tu continues. Donc j'ai fait 22 suicides, je crois, le premier entraînement. 22 suicides. Et bon, bref, j'en ai vu qui vomissaient leur trip. En plus, j'avais faim, moi, je sais pas ce que j'avais. Bref, on avait couru comme des timbrés. On arrive au self, plus un bruit, plus personne parlait. C'était même plus l'heure de faire connaissance, un tel et tout, machin. C'était cata. On était tous cramés, quoi. Et on va au dortoir, donc dans le bus tout le monde dormait. Enfin, moi j'avais pris ma douche à ce moment-là, j'avais pris à la fin de l'entraînement, mais je l'avais repris en rentrant. Euh, je dors, donc le gars, mon roommate, là, il m'expliquait ce qu'il avait fait aujourd'hui. Moi je lui ai expliqué ce qu'on avait fait et tout, machin. Je m'endors, j'étais toujours dans le jet lag, donc je me suis vraiment facilement endormi. Et je me suis levé je crois qu'à 4h30 du matin, j'étais debout. Et en fait, le mardi, on avait muscu. Et enfin, ce mardi-là, la première semaine, on avait muscu. Sinon, c'était lundi, mercredi, vendredi. On avait muscu. Et bon, muscu, quand tu viens de faire. Quand t'as l'avion il y a 48 heures, 22 suicides plus 3 heures d'entraînement la veille, et qu'on te demande de faire musculation alors que t'as jamais fait de musculation de ta vie, c'est long. C'est très très long. On fait ça. On avait entraînement de shoot le matin juste après la muscu. Ensuite, on avait cours, manger, recours, et on avait entraînement derrière. Le même entraînement que la veille, seulement on n'avait pas 20 suicides, on n'avait que 10 à faire. Et les matchs étaient un peu moins longs. Ça devait pas faire 3 heures, ça devait faire 1h30, 2 heures peut-être. En fait, on avait une journée chargée basket et l'autre chargée muscu basket, mais moins basket. Voilà, on faisait ça un jour sur deux. Et, euh, et voilà, donc ça continuait comme ça. Donc le coach, moi j'avais beaucoup apprécié parce qu'il était ultra charismatique et que c'est la première fois que j'ai eu ça et j'essaye de garder ça moi quand j'entraîne. Alors j'entraîne cette année une équipe de U20 et un petit peu assistant d'une équipe, enfin un petit peu, je suis assistant d'une équipe NM3 aussi. Euh, J'essaye de garder ce côté qu'avait le coach que j'avais, donc coach Bossman, Bobby Bossman, parce qu'il était très charismatique. Alors bon, je dis pas que je suis charismatique, mais il avait cette faculté à déconner avec nous en dehors du terrain, mais par contre quand c'était l'heure de bosser, il bossait quoi. Et, et il pouvait nous engueuler sur un terrain, mais sa bienveillance et en fait c'était assez spécial. Enfin, je vais pas dire un trouble de la personnalité, mais il pouvait nous défoncer pendant un entraînement. Et quand l'entraînement était fini, il pouvait déconner avec nous et tout, et on sentait qu'il y avait de la sincérité derrière, quoi. Et donc, en fait, il pouvait nous engueuler, mais il passait vite à autre chose, quoi. Et ça, j'essaye de garder ça en tant que coach, et j'essaye aussi de garder le côté, c'est que du basket. Lui, il nous disait toujours, les gars, certes vous êtes là, certes vous voulez aller en universitaire et tout, c'est très bien, mais ça reste que du basket, donc on gagne, tant mieux, on perd, tant mieux. Ça reste que du basket. C'est que du basket. Et donc voilà, c'est un coach qui a beaucoup influé pour moi, qui m'a beaucoup influencé. Et l'assistant aussi, avec qui j'ai créé des liens beaucoup plus forts parce qu'il m'appréciait beaucoup en fait. Et il m'avait invité à faire son déménagement, à faire sa crémaillère et tout. On était vraiment proches et je suis toujours en contact quasi permanent avec lui. Avec Coach Bossman, j'ai des projets business avec lui, reaching et autres. Mais avec Coach John Cobsco, je suis toujours en contact avec lui et c'est encore aujourd'hui un mentor pour moi parce que il m'a appris des choses qui vont au-delà du basket, dans la vie de tous les jours, et puis il était d'une sincérité, il pouvait te dire droit dans les yeux quand tu faisais n'importe quoi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai un lien très fort avec lui et quand on s'appelle, à la fin, je suis toujours ultra motivé pour repartir.
Et d'ailleurs, il kiffe le projet Reaching Sports et il voudrait le pousser encore plus lui aussi du côté américain. On s'est lancé, j'en reparlerai, mais on s'est lancé sur le marché américain avec Reaching Sports et il y est pas, il y est pour quelque chose quoi. En termes de motivation, il y est vraiment pour quelque chose. Même si ça rentrera, enfin il rentrera dans la boucle Reaching Sport USA un peu plus tard. Mais voilà, il m'a donné les bons contacts, il m'a aidé, il a été bienveillant. Donc, euh, donc voilà. Il y avait les préparateurs physiques. Donc moi, j'avais pas Michael Johnson comme préparateur physique. C'était lui qui dirigeait en fait. Et lui, il avait surtout les athlètes donc d'athlétisme, de track and field, comme on dit en anglais. Moi, j'avais coach John, un autre John, et coach Mike Anderson. Donc coach Mike Anderson, je suis pareil, toujours en relation avec lui quotidiennement. Coach John, c'est plus, donc coach Mike quotidiennement, coach John, c'est plus professionnel. C'est-à-dire qu'on s'écrit, hein. On s'écrit, je dirais une fois, enfin 3 fois par an, une fois par trimestre, quoi, pour et prendre des nouvelles et puis parler des nouvelles méthodes de musculation et tout, parce que bah, ils ont réussi à me piquer de la performance, de tout ça. Ils ont une approche très scientifique, c'est des mecs qui ont fait 8 ans d'études sur la musculation, qui ont coaché des joueurs qui sont NBA aujourd'hui, euh, qui sont des athlètes olympiques aujourd'hui, qui ont fait Rio, qui avaient fait Londres, donc les JO de Londres, les JO de Rio, les JO de Tokyo, je crois qu'ils avaient des athlètes là-bas. Enfin voilà, j'ai vraiment la chance d'avoir ce carnet d'adresses là, ces coordonnées et de pouvoir débattre avec lui sur certains sujets. On s'échange des bouquins. Euh, Enfin, bref, une relation assez pro, même si avec Mike c'est amical et maintenant business. Et j'en suis très fier d'ailleurs d'avoir réussi à le convaincre de, de faire partie de la team Reaching Sports, mais coach. Donc voilà, au niveau des coachs. Au niveau de la semaine type, je sais que vous avez été beaucoup à me demander par rapport à la semaine type. On avait entraînement du lundi au samedi. On avait 11 entraînements dans la semaine, donc 2 lundi, 2 mardi, 2 mercredi, 2 jeudi, 2 vendredi et un le samedi matin. Donc on avait lundi matin en arrivant à Spire, donc on avait petit déjeuner là-bas, musculation. Ensuite on avait entraînement individuel ou cours, enfin ou soutien scolaire. Moi j'avais pas ce souci-là, parce qu'en fait bon, j'étais allé j'avais une bourse sportive et du coup c'était priorité au sport plus qu'à l'école et puis en plus j'avais de bons résultats donc je suis vraiment pas allé beaucoup de vous à moi, je suis vraiment pas allé beaucoup en cours. Euh, donc j'avais entraînement individuel par poste. Ensuite j'avais là par contre j'avais cours ou études. On allait manger, on avait un petit temps de repos ou musculation si jamais, enfin ou remusculation ou accès au gymnase. On pouvait en fait, c'était un peu à la carte pendant les temps libres, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, mais on avait les coachs à dispo. Voilà. Ensuite, on avait entraînement de l'après-midi et on mangeait le soir. Alors, enfin, aux États-Unis, ils mangent vachement tôt. Ils mangent non, on mangeait à 5h30, 6h, l'entre repas du soir. Donc, on remangeait derrière en arrivant au dortoir. Mais on mangeait, bon, c'était très équilibré à Spire, mais ce qu'on mangeait le soir, pas très équilibré par contre, parce qu'on mangeait, on commandait quoi. Donc c'était souvent des pizzas, des burgers, des tacos, enfin des tacos, pas des tacos en mode kebab, hein, des tacos mexicains. Enfin voilà, la semaine type, donc ça c'était le lundi. Mardi, on avait juste entraînement individuel, cours ou soins. Manger, entraînement l'après-midi, enfin pareil, juste les matinées qui changent. Le mercredi c'était comme le lundi. Le jeudi on avait yoga, enfin c'était comme le mardi mais on avait yoga le matin. Et l'après-midi, en tout début d'après-midi, on avait des cours de préparation mentale, mental skills, avec coach Trevor qui intervient pas sur le coach de préparation mentale Reaching Sport, mais qui a été une ligne directrice. Tout ce que j'ai fait, en fait, je suis passé un peu par lui pour avoir enfin, son avis, enfin, ouais, d'avoir son accord si je peux publier tout ça. Lui avait pas le temps de faire le programme.
Et c'est un préparateur mental qui a écrit un bouquin, qui est en train d'écrire un autre d'ailleurs. Si, je sais pas si je fais un scoop ou pas, mais voilà. Le vendredi comme le lundi et le samedi matin, on avait entraînement collectif et c'était tout. On avait que ça. Donc on arrivait plus tard et on repartait à midi. Voilà. On jouait sur un championnat qui était national, enfin championnat national. Donc j'ai voyagé dans tous les États-Unis cette année-là. En fait, quand on partait dans une ville, par exemple, on partait à Miami ou en Floride, enfin on partait à Miami, on faisait tous les matchs qu'il y avait dans la Floride à ce moment-là, et puis ensuite on rentrait. Puis on partait, puis on recevait des matchs à domicile. Puis on repartait à, je sais pas moi, Phoenix, on faisait tous les matchs dans l'Arizona. On revenait, puis on partait à Los Angeles, on faisait tous les matchs dans la Californie, on revenait, on dormait dans des hôtels. En fait, c'était une année presque de colonie de vacances, en fait. Moi, j'en profitais pour visiter. Mais il y avait toujours la ligne directrice, c'était le travail, la performance. Enfin, voilà, donc c'était très strict, mais c'était incroyable de pouvoir voyager dans tous les États-Unis et de faire autant de matchs. Je crois qu'on a fait, alors, tournoi compris, on a dû faire une centaine de matchs, je dirais. Je crois que j'avais compté les matchs sur le calendrier et il y en avait 89. Et en plus de ça, il y avait des tournois et tout, donc un peu plus de 100 matchs. Donc voilà, voyage dans tous les États-Unis, musculation adaptée à notre profil. Donc personne n'avait les mêmes programmes. Tout le monde avait des programmes différents. Moi, à titre personnel, il fallait que je prenne de la masse musculaire sans perdre de qualité athlétique. Déjà que j'en avais pas beaucoup, alors si je les perdais, c'était la cata. Donc j'ai pris 20 kilos de muscle. Je suis passé de 52 à 72. Bah d'ailleurs, enfin, je pense que vous arriverez à voir les photos quelque part de mon évolution physique. Je touchais pas la planche en partant, je touchais le cercle là-bas. Donc j'ai pris 20 kilos et des centimètres de détente. Voilà, alors on prenait pas de produits, hein. Je sais il y a un fantasme là-dessus. On prenait de la protéine whey et on prenait un petit peu de créatine. Euh, mais c'était vachement contrôlé. On avait des prises de sang, enfin, on faisait pas n'importe quoi. C'était vachement étudié, vachement contrôlé en fonction de notre régime alimentaire et tout ça. Donc moi, il fallait que je rajoute de la protéine, quoi. Donc voilà, j'avais un shaker de protéines à la fin de l'entraînement de musculation. Enfin, tous les matins, quoi. Soit à la fin de l'entraînement de musculation, soit s'il n'y a pas musculation. euh, S'il n'y avait pas musculation, c'était à la fin de l'entraînement individuel le matin. Donc j'en prenais un le matin et un le soir avant de me coucher. Je reprenais un shaker de protéines. Voilà, on avait des cours de préparation mentale. On avait des cours de yoga. Et on avait une nutrition adaptée. Alors, c'était pas adapté, genre il faut que tu manges tant de grammes de protéines, tant de trucs. C'était plus, on avait un suivi en disant, ben là tu manges pas assez de légumes, c'est pour ça que ton corps réagit de cette manière-là, donc il faut que tu manges plus de légumes. Et en fait, quand tu allais au self, bah t'étais un peu auto-responsabilisé, c'est-à-dire qu'il y avait personne derrière toi qui te disait, bah pense à prendre des légumes parce que t'en as pas assez. Mais on pouvait te contrôler de temps en temps. Alors, les contrôles, on se faisait pas taper sur les doigts, hein, s'ils voyaient qu'on avait une assiette de frites, même si on n'avait pas Aspire. Bon, bref, si on avait une assiette de pâtes alors qu'il fallait qu'on mange des légumes, juste ils nous disaient fais gaffe parce que faut pas t'étonner si t'arrives plus à courir derrière, ou enfin voilà. Donc voilà, yoga avec une prof de yoga qui avait fait prof de yoga de l'équipe de football américain des Browns de Cleveland. Donc elle était vraiment adaptée au sport. Je vous cache pas, alors je suis encore en contact. Pardon, j'étais en train de bailler, pardon. Je suis encore en contact avec elle, sur Facebook notamment. Et je vous cache pas qu'elle était un peu spéciale. Elle était un peu spéciale parce elle était très spirituelle, on va dire. Et, euh, et nous, basketteurs, on l'était pas du tout. Et donc c'était assez spécial quand elle nous parlait de la pleine lune. Quand elle nous... Enfin bon bref, c'était assez... mais une personne vraiment très gentille et puis à l'écoute, et ces séances de yoga, elles nous permettaient de récupérer assez vite. D'ailleurs, dans les programmes Reaching Sport, il y a des séances de yoga, parce que ça fait partie aussi de l'expérience que j'ai vécue, donc c'est important pour moi de véhiculer ça. Donc voilà, que dire d'autre par rapport à ça? C'est à peu près tout. Si,
que j'ai réussi à gagner ma place. Je vous rassure, je jouais en équipe 2 beaucoup. J'étais le meneur titulaire en équipe 2. Et en équipe 1, je faisais partie des 10. Mais je jouais que des fractions de secondes. J'ai dû faire un match en titulaire et jouer beaucoup de minutes. Mais c'était parce qu'il y avait des joueurs blessés. Donc je jouais pas beaucoup. Et puis c'était plus une manière pour les coachs de me récompenser. C'est-à-dire que en fait, ils appréciaient le fait que je vienne souvent plus tôt, que je parte plus tard, que je me donne à fond. Et puis j'avais les chiffres qui parlaient en ma faveur, enfin le poids que j'avais pris en muscles. Et puis je pense que j'étais très apprécié humainement parce que je me donnais à fond, je posais des questions, j'étais curieux et tout. Donc voilà. J'ai réussi à gagner ma place. Donc j'ai passé la première semaine, donc le premier entraînement, j'ai touché je sais plus combien de ballons, moins de 10 en tout cas, 7 je crois. J'ai pas touché beaucoup de ballons la première semaine, mais à la fin de la première semaine, on avait un test qui s'appelle le mile. Donc c'est un mile sur une piste d'athlétisme, il faut faire 4 tours de terrain. 4 tours de terrain, 4 tours de piste d'athlétisme, ça fait un mile. Et c'était un peu notre référence à nous, c'est-à-dire qu'en fonction de notre temps de jeu et du niveau qu'on visait, par exemple, il nous disait, si vous êtes meneur et que vous voulez jouer en division 1, il faut faire entre tel temps et tel temps, c'est le temps qu'il faut faire pour jouer en division 1. Division 2, c'est entre tel temps et tel temps, etc. Et moi j'avais passé l'été à faire que de la course. J'avais jamais fait de muscu, donc j'avais fait de la piste 5 fois par semaine, comme un timbré. Enfin voilà. Et en fait je suis arrivé, j'étais un marathonien quoi. J'étais très léger et j'étais endurant et puis j'étais assez rapide dans l'endurance. Donc voilà, on fait le mile et là j'éclate tout le monde. Mais quand je dis que j'éclate tout le monde, c'est que je le fais en 5 minutes 08 je crois. J'avais mis au moins un tour à tous les joueurs sauf les deux autres meneurs de jeu. Enfin, et là du coup, les joueurs ont commencé un petit peu à dire, à commencer à rigoler un peu avec moi en disant ah gars tu nous as mis dans la misère et tout. Et en fait c'est là où j'ai commencé un peu à me faire charrier, à charrier aussi. Euh, et il y a eu d'autres histoires, mais bon ça c'est un peu extra basket qui ont fait que mes coéquipiers, avec mes coéquipiers, on rigolait bien. Donc voilà, c'est plus dans les moments de vie de coéquipiers, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'avais réussi à me faire. Les gens, les coéquipiers m'appréciaient pas mal, quoi. Donc on a bien rigolé. Je m'entendais bien avec tout le monde s'entendait bien avec moi. Et je suis encore en contact avec 80% des joueurs avec qui je jouais là-bas. Il y en avait certains, bon, qui ont mal fini. Euh, Très mal fini. Il y en a un, j'ai vraiment plus de nouvelles. Donc, je sais qu'il faisait des trucs un peu illégaux, genre vraiment illégaux. Et donc, je sais pas s'il est en prison ou si il est plus de ce monde, quoi. Je sais pas. On parlait un peu régulièrement. Et depuis, plus de nouvelles, que ce soit sur les réseaux ou autre. Donc, euh, donc voilà, et c'était un coéquipier que j'appréciais beaucoup, même il avait une pression sur les épaules qui était incroyable parce qu'il était potentiel NBA, mais que toute sa famille comptait sur lui un peu pour réussir et pour les sortir un peu du ghetto. Je sais qu'il avait perdu sa maman. Euh, enfin bon, voilà, il avait pas vécu des choses très drôles et du coup il avait un peu vrillé. Et donc voilà, j'espère avoir de ces nouvelles assez vite. Donc voilà, pour Spire, mon année aux États-Unis, je pense qu'on a fait une bonne partie là-dessus. Euh, donc en parallèle de tout ça, donc avant de partir aux États-Unis, j'étais un petit peu coach en U13 garçon et en sélection. J'étais assistant en sélection départementale du Puy-de-Dôme, donc des U13 féminines. Et donc après je suis parti aux États-Unis, j'ai pas coaché, je suis revenu, je coachais plus, je jouais plus vraiment. J'avais eu des opportunités de jouer en Division 2 à Notre-Dame College et des opportunités en Junior College, mais le prix et d'autres facteurs ont fait que j'ai dû rentrer en France avant de signer le contrat. Et c'est le plus, je vous le dis, de vous à moi, même s'il faut pas regretter, mais c'est le plus gros regret de ma vie, c'est de pas avoir signé ce contrat et de enfin j'aurais dû m'endetter. J'aurais dû faire ce prêt à la banque parce que c'était 17 000 dollars l'année. Ça fait beaucoup d'argent et venant d'une famille pas très fortunée, c'était vraiment compliqué.
enfin, j'y repense encore souvent. Je me dis, j'aurais dû signer là-bas. Ils m'avaient proposé, bon, pas de jouer beaucoup les 2 premières saisons, mais de faire partie du roster. Et puis j'avais beaucoup aimé, j'avais passé une semaine avec eux, donc à Notre-Dame College en Division 2. Et j'avais beaucoup aimé le coach. Peut-être le coach le plus énergique que j'ai jamais vu de ma vie. Euh, les coéquipiers, c'était top. L'université, elle était bien. C'était une petite université. Ils avaient les cours que je voulais. Ils avaient tout ça. Donc voilà. Donc je suis revenu. J'étais un peu déprimé. J'ai plus beaucoup joué. J'ai joué un peu en amateur, mais sans vraiment m'entraîner plus que ça. Sans y croire plus que ça. Donc voilà, et puis j'avais pas trouvé de club de National 3 en revenant, ni de club de National 2 et tout, donc voilà, j'ai décidé de raccrocher. Et donc j'ai joué un petit peu en amateur, et ensuite j'ai basculé vers le coaching, enfin je suis revenu au coaching, donc à coacher des U13 filles. Ensuite j'ai fait U15 filles en étant assistant en National 3, et l'année dernière avec le Covid, donc je devais être coach U20, coach assistant national 3. Et j'ai fait une année, donc ça s'est pas arrêté avec le Covid, une année au centre de formation de la JAVCM. Donc j'étais assistant U18 là-bas. Et alors j'ai eu de la chance, on va dire, dans le Covid, c'est que du coup, on s'entraînait beaucoup avec le centre de formation. Et que du coup, j'ai eu l'opportunité de, moi, apprendre énormément aux côtés des coachs là-bas, que ce soit les coachs pro ou les coachs du centre de formation. Et puis, enfin, il y avait beaucoup de bienveillance qui s'était dégagée du staff du centre de formation, donc de la JAVCM de Vichy, qui fait que j'ai eu l'opportunité de coacher, j'ai eu l'opportunité d'entraîner seul. On m'a fait confiance sur certaines séquences d'entraînement. Et, et c'est une année où j'ai vraiment appris, où du coup, moi, je me suis pas arrêté en tant que coach. Et voilà, et donc en parallèle de ça, j'animais Reaching Sports, ça avait déjà commencé l'année dernière. Donc voilà, je remercierai jamais assez le club de la JAVCM, qui a changé de nom un petit peu, qui a changé de logo, qui est maintenant JAV VCM. Je les remercierai jamais assez de m'avoir donné cette opportunité, même si je me voyais plus rester sous ces conditions-là. Ces conditions-là, alors je vais pas rentrer dans le détail, mais ça faisait beaucoup de trajets. Et voilà, enfin bon bref, on va pas trop rentrer dans le détail, j'en ai un très bon souvenir. Et donc cette année, je suis coach U20, coach national 3, et je suis à plein temps avec Reaching Sports. Donc on va passer maintenant au projet Reaching Sports. Alors ça fait plus d'1 heure que je parle. J'espère que vous n'êtes pas endormis et que vous êtes restés pour entendre ça. Je vais essayer de mettre des chapitres avant chaque chapitre pour que vous puissiez aller directement vers ce qui vous intéresse. Donc le projet Reaching Sports, en fait, il est né donc du coup en 2015 quand je suis revenu des États-Unis où je cherchais un club national 3. En fait, je m'entraînais tout seul en extérieur parce qu'il n'y avait pas d'accès au gymnase. Et en fait, c'était dans une rue, c'était le terrain de basket d'une école primaire, je crois, à côté de Clermont-Ferrand. En fait, il y avait une rue qui passait, qui longeait, et il se trouvait qu'il y avait beaucoup de basketteurs qui passaient visiblement par cette rue. Je savais pas, mais voilà. Et je m'entraînais seul, et un jour, un pote m'a dit, bah, je t'ai vu t'entraîner, est-ce que je peux venir m'entraîner avec toi? Je dis, oh, bah, bien sûr, vas-y, passe, avec grand plaisir. Il habitait juste à côté. Et puis il me dit, après 2-3 entraînements, je m'entraînais vraiment tous les jours, hein, 6 fois par semaine. J'allais à la musculation le matin et basket l'après-midi. Il me dit, écoute, est-ce que je peux ramener des potes à moi? Je dis, ah, ramène-en pas. Enfin, je veux pas que tu me ramènes des débutants ou des trucs comme ça. Enfin, moi, ce que je veux, c'est m'entraîner moi à la base. Et si vous voulez venir faire la même chose que moi, il n'y a pas de souci. Mais je veux pas perdre mon temps à devoir corriger ou réexpliquer plusieurs fois. Il me dit, non, t'inquiète, je ramène un pote à moi. Donc, il ramène son pote. Donc, c'était le premier pote qui est venu, c'était Bouchta. Il s'appelle Bouchta. Il partage beaucoup les publications Reaching Sports. Et l'autre, c'est JC, qui est venu en deuxième, qui partage aussi beaucoup les publications Reaching Sports. Et au fur et à mesure, il y avait des gens qui se rajoutaient, qui venaient, qui partaient, qui kiffaient. Et puis tous les trois, on s'est retrouvés à s'entraîner tous les étés ensemble. Et puis d'un coup, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas, toi, Mathis, avec ton passé aux États-Unis,
avec toutes les séances que tu animes pour nous, les progrès qu'on a fait. Donc Bouchta qui avait des compétences en nutrition, compléments alimentaires, tout ça. Et JC qui avait des compétences en nutrition, et il était aussi diplômé coach de vie, préparateur mental et tout. Donc je dis ouais, l'idée est lourde et tout, mais moi j'étais encore en train de faire mes études, j'étais en licence LEA anglais-arabe, langue A anglais, langue B arabe. Et, et je me suis dit ouais, c'est lourd et tout machin. Et un jour en cours, on nous dit, vous savez que vous n'êtes pas obligé de faire le stage dans une entreprise, parce qu'il y a des stages obligatoires, vous pouvez le faire chez vous, si vous avez un projet d'entrepreneuriat, projet de création de boîte et tout. Je dis, oh, ouais, c'est le moment de ma vie où j'ai plus à me soucier de faire de stage. J'avais fait un stage la deuxième année, mais dans une librairie, et ça m'avait plu, mais bon voilà, là, de faire un stage longue durée, machin... Donc j'avais fait la demande pour avoir le statut étudiant entrepreneur, avec un vrai projet pour le coup, mais en sachant que si je faisais ça, c'était pour ne pas faire de stage et faire le stage un petit peu à ma sauce, quoi. Donc je vous rassure, hein, c'est pas les vacances, hein, on est contrôlé, faut qu'on fasse... Alors faut pas qu'on fasse tant d'heures et tout ça, mais faut qu'on a des objectifs à la fin du stage concrets. Et donc si tu fous rien, enfin tu te fais défoncer et t'as pas validé ton stage, quoi. Donc voilà, je passe le statut étudiant entrepreneur avec juste l'envie de faire des programmes de basket, quoi. Voilà, grosso modo. Donc je fais mon stage, on me file un bureau. Entre-temps, je pars au Maroc pour mes études pendant 6 mois. Donc je pars à Marrakech. Je travaille sur mon projet de là-bas pendant les études. Je reviens, je refais mon stage. Euh, je je sais pas trop où je vais en fait, parce que personne n'y croit. Personne n'y croit du tout, ni les profs qui m'accompagnaient. Voilà. Donc Pépite, c'est ceux qui accompagnent les étudiants entrepreneurs sur Clermont. Eux, enfin, je sais pas s'ils y croyaient ou pas, mais disons qu'ils avaient la bienveillance de m'accompagner sans jugement, sans donner leur avis concret, enfin sans donner un avis négatif. Donc voilà, c'est ça qui me... D'ailleurs, bon, ils savent, Pépite, toute l'organisation Pépite savent que je les remercierai jamais assez, tant je leur dis et tant j'essaye de leur donner tout ce que je peux. Parce qu'ils m'ont donné des bureaux, ils m'ont donné des accompagnements, ils m'ont donné des personnes à aller voir. Donc voilà, je les remercierai jamais assez pour ça. Et voilà, donc je fais ce projet-là qui commence à mûrir. J'arrive en M1. Euh, je fais mon M1, donc M1 management, enfin master management stratégique entrepreneuriat, entrepreneuriat de l'innovation, où là j'apprends un peu plus ce que c'est que l'entrepreneuriat, comment faire des business plans, comment faire des business models, comment s'organiser, comment faire ci, comment faire ça, comment organiser un budget, enfin toutes ces choses-là, comment faire une étude de marché, voilà, j'apprends ça là-bas. Et du coup, à la fin de l'année, il y a encore le stage, je refais le stage, mais là j'avance vraiment beaucoup, puisque je lance les réseaux sociaux, donc je lance toute la stratégie réseaux sociaux, machin. Je lance à la fin de mon stage, tout est lancé, avec de vraies bases, avec un e-book, avec tous ceux qui sont là depuis le début, vous connaissez l'histoire, des publications régulières, enfin voilà. Et... Et donc le lancement sur les réseaux sociaux, c'était un événement majeur pour Reaching Sport, c'était effrayant. Vous allez me dire, mais lancer des réseaux sociaux, mais c'était effrayant, je sais pas pourquoi, j'étais effrayé. Et il s'est trouvé que les deux qui étaient avec moi, entre-temps, avaient d'autres opportunités professionnelles. Et voilà, donc du coup, je me suis retrouvé seul sur le projet. Donc j'ai le nom, le logo, la direction, tout ça. Et du coup, je fais mon étude de marché et je me rends compte, donc je savais que je voulais faire des programmes. Sous quelle forme, je savais pas trop encore. Mais voilà, et je me rends compte en faisant l'étude de marché que les gens, ce qu'ils veulent en fait, ils aimaient bien la marque Reaching Sport, mais ils voulaient des goodies, quoi. Ils voulaient des goodies, des hoodies, des t-shirts, des survêtements, des machins, des trucs. Donc bon, je mets en place la boutique, je mets en place une boutique, voilà, ça marche bien au tout début, voire très bien au tout début.
genre de manière inespérée, on va dire. Je pensais faire zéro vente, j'en ai fait pas mal. Alors le nombre exact, je sais pas, mais ça avait bien marché. Ça avait bien marché aussi pour le Noël qui a suivi. Euh, donc j'étais content quoi, tout était lancé. M2, j'avais créé mon entreprise du coup, vu que j'avais lancé la boutique. Donc j'avais ma boîte, je m'étais pris en alternance dans ma boîte. Ça c'était très marrant ça. J'étais alternant chez Reaching Sports, patron coach Matisse, alternant coach Matisse. Donc j'avais rempli la fiche je sous-signé Mathis Coatrieux, engage en alternance Mathis Coatrieux, c'était assez bizarre. Mais voilà, donc voilà, l'idée donc de Reaching Sport à la base c'était de pouvoir transmettre un peu ce que j'ai appris aux États-Unis. Mais ça, je pourrais en parler pendant des années, des heures et des heures, des jours et des jours, même, voire des années de ce que j'ai fait aux États-Unis. Ça m'a tellement apporté humainement et sur le terrain et tout. Donc, j'essaie vraiment, à travers Reaching Sport, de faire ça. Donc voilà. Et puis, je dois lancer les programmes. Il se passe qu'il y a le Covid et que je peux pas faire le tournage des programmes. Et puis que je commence un peu à avoir des doutes sur la capacité à vendre ces programmes. Donc je continue à bosser, je continue à animer les réseaux sociaux. C'est compliqué. Là, on est l'année dernière, sortie du premier confinement, hein. Donc mai 2020. Je passe l'été à continuer à bosser, à continuer à essayer de mettre des choses en place. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ensuite? De septembre à décembre, je suis seul sur mon projet. J'ai fini mes études et je sors du confinement que j'ai bien vécu, très bien vécu au début, et à la fin c'était vachement compliqué parce que j'habitais seul en appartement, donc j'ai passé tout ça à bosser comme un acharné, à passer des certifications. Donc j'ai passé des certifications de haut niveau, hein, à Harvard Business School. J'ai passé des modules là-bas, donc j'avais repris un peu des études. J'ai passé des certifications pour être scout NBA. Enfin tout ça, j'ai fait plein de choses. J'avais un emploi du temps. Je me levais à 6 heures, je commençais à 8 heures. Entre midi et 2, je faisais de la muscu, je mangeais, je me remettais à bosser. À 18 heures, je commençais les certifications. Je finissais. Enfin bref, c'était très rythmé et très dur, quoi. Et on arrive fin décembre où je suis cramé, je suis mort, j'ai plus envie de faire du Reaching Sports, et je fais une publication en disant écoutez, je prends des vacances où il y aura plus trop pendant les 2 prochaines semaines, là, les vacances de Noël, vous allez plus avoir de notifications Reaching Sport puisque je vais pas publier pendant 2 semaines. Et en fait, ces 2 semaines-là, j'ai pas touché, mon portable et la version Reaching Sport de mon portable est restée éteinte. Je l'ai juste allumé pour souhaiter joyeux Noël et bonne année. L'ordinateur portable n'a pas été allumé, et en fait, je suis sorti de ces vacances-là, j'étais déterminé avec des nouveaux plans et tout en tête. Je me suis dit en fait, on va pas faire un programme de basket, on va faire un programme de basket et de musculation et de préparation mentale et de nutrition, et on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Et après je me suis dit, est-ce que je suis la meilleure personne pour pouvoir faire le programme basket? Même si je suis assistant en centre de formation, que je coach des U20, que j'ai les diplômes qu'il faut, enfin bon bref, non, je préfère que ce soit un vrai coach parce que je veux vraiment transmettre cette culture anglo-saxonne et les entraînements acharnés, etc. Je contacte tous les Américains que je connais, tous les coachs américains que je connais. Celui avec qui ça passe le mieux, Coach Beasley, que je connaissais déjà d'avance, que j'avais vu aux États-Unis, que j'avais revu en France. Enfin bon, bref, voilà, lui il me dit ouais, bah attends, mais c'est génial ce que tu lances, moi je le fais, enfin on le fait ensemble et tout, machin, je porterai le projet aux États-Unis, pas de souci, t'inquiète même pas. Coach Mike, je lui parle, il me dit je vais y réfléchir, et puis il me répond je vais y réfléchir, on raccroche le Zoom. 1 heure plus tard, il m'envoie ok pour le programme, je vais le faire, pas de souci, je kiffe, machin. Donc on fait des réunions tous les mois avec ma coach, non, pardon, toutes les semaines avec coach Mike pendant, je sais même plus pendant combien de temps, pendant de janvier à fin mars, je crois, toutes les semaines. Coach Beasley, je l'avais au téléphone 2 fois par semaine
pour essayer de mettre les choses en place. Et ils ont fait un travail exceptionnel, je vous dis sincèrement, tant le programme Game On que le programme de musculation, ils sont incroyables. Si vous voulez progresser au basket, je vous le dis, hein, et c'est pas parce que c'est les produits Reaching Sports, hein, ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Genre, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien fait. Et tous ceux qui l'ont acheté d'ailleurs, tous les commentaires positifs que j'ai pas eu de négatif. Le seul truc un petit peu négatif, c'était pour le programme Game On, c'est qu'il fallait vraiment regarder les séances à l'avance parce que sinon ça peut être long. La première séance, en tous les cas, de chaque phase peut être assez longue. Mais j'ai eu que des retours positifs, j'ai eu que des progrès fous, notamment au shoot, au dribble, parce que le programme est surtout basé là-dessus. Et voilà, et ensuite chercher quelqu'un pour faire le programme de préparation mentale, et je me retrouve à avoir personne. Il y a, comment il s'appelle, coach Trevor, qui était mon préparateur mental à Spire, qui me dit écoute, je peux pas le faire parce que là je suis vraiment occupé. Mais ce que tu peux faire, c'est me faire toi ton programme, et moi je te dis ce qu'il faut rajouter, ce qu'il faut enlever, comment est-ce qu'il faut le faire et tout. Donc voilà, je l'ai fait seul, avec mes connaissances que j'ai appris avec lui, avec les documents qu'il m'a donnés, les livres qu'il m'a conseillés, avec tout ça, avec ma propre culture personnelle, avec mon propre ressenti, avec ce que j'ai appris à Spire, enfin bon bref, tout ça, c'est un mix un peu de tout ça. Et voilà, donc là je suis avec 3 programmes, et je voulais que ces 3 programmes ce soit pas du théorique. Tu vois, parce que j'aurais pu faire un masterclass sur le basket en disant ouais, tu veux jouer à haut niveau, tu fais ça, ça, ça et ça, et puis voilà. Enfin, je voulais vraiment pas faire ça, je voulais faire un truc pratique, quoi, où tu prends ton ballon, tu prends ton panier, tu progresses, quoi, t'es dans le concret. Et donc pour le programme de préparation mentale, c'est super compliqué de faire ça. Du coup, j'ai fait à chaque leçon, il y a un exercice à faire, à appliquer dans la vie de tous les jours. Il y a de la réflexion à faire personnelle. En fait, il y a un petit PDF à télécharger à chaque leçon, et puis des petits exercices à compléter. Je voulais que ça reste là-dessus. Et là, je me dis, bon, bah, je me retrouve à avoir fait un programme de basket, un programme de musculation, un programme de mental qui sont prêts. Mais la nutrition, comment je fais? J'ai des bases en nutrition, je peux avoir des nutritionnistes qui peuvent me faire des choses, mais on est toujours dans le théorique, quoi, on n'est plus dans le pratique. Et là, le destin, je pense, sincèrement, je pense que c'est le destin. Je tombe sur une étude sur comment on appelle ça, sur les ratios, vous savez, protéines, lipides, glucides, oméga 3 et tout. Une étude qui a été réalisée par une société américaine qui travaille avec des équipes NBA et tout. Je dis, bah, c'est génial ce qu'ils font, machin. Ils travaillent sous forme. Et en fait, c'est du business to business. Donc, ils travaillent avec d'autres entreprises pour créer des applications avec leur algorithme à eux, qui est un algorithme reconnu par la NASA. Alors, j'ai pas le droit de dire le nom de cette société parce que c'est en business to business et dans le contrat, j'ai pas le droit de parler d'eux. En fait, je suis censé communiquer en disant c'est l'application de nutrition Reaching Sports. Voilà comment je suis censé communiquer. J'ai vu avec eux pour leur dire bah écoutez, avec le fait que vous travaillez avec la NASA, vous avez travaillé avec des équipes NBA, est-ce que je peux pas mettre ça en avant? Ils m'ont dit si, tu peux, mais je veux, enfin, voilà, le nom. Ça ne ça mettra pas ton projet en avant, etc. Donc, voilà, j'ai pas trop le droit de dire le nom. Mais j'ai eu un rendez-vous avec eux et le gars, le mec qui s'occupe de ça, le patron, parce que c'est une grosse entreprise, hein, il a kiffé le projet. Je pense que j'ai réussi à bien le vendre aussi, et il m'a fait vraiment un geste commercial fou. Il m'a dit je sais que tu te lances, je sais que c'est compliqué, nous on travaille avec des gros clients, mais je veux bien te le faire pour tel prix mensuel. Et tes clients, donc on te crée l'application. Donc bon, pour eux c'est pas très compliqué, hein, c'est un copier-coller à faire et rajouter mon logo, hein. On te fait l'application. Voilà, tes concurrents ils le vendent à tel prix. Donc moi je suis très bas par rapport à ce que mes concurrents vendent. Vraiment très bas, croyez-moi. Et voilà, donc en fait, la personne elle rentre ses informations, taille, poids, objectif, ce qu'elle aime pas et tout ça. Et en fait, ça lui crée sa journée type en fonction de ses critères. Et elle a plus qu'à manger, et ça regroupe 26. Enfin, vous regarderez la vidéo sur la page de vente, hein, je l'ai laissé. Le petit tuto, et en fait c'est incroyablement pratique.
C'est incroyablement pratique et donc voilà, je les avais contactés au culot et j'ai réussi à les avoir dans le projet Reaching Sport. Donc je suis vraiment très content et la tournure que ça prend, c'est vraiment fort. Donc, euh, donc voilà, euh, le lancement s'est fait en France. Le lancement s'est fait également sur le marché anglo-saxon, en l'occurrence les USA. Euh, voilà, tout ça s'est lancé. La boutique, j'ai décidé d'avoir d'autres fournisseurs pour que ce soit beaucoup plus quali et que je puisse avoir plus de liberté sur les designs. Donc voilà, ça, ça prend forme. Alors de vous à moi, la boutique, j'y passe moins de temps. On va dire que là, elle existe et que dès que j'ai des commandes, ça part direct. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est pas le cœur de mon métier. Moi, le cœur de mon métier, c'est l'entraînement. Donc l'entraînement, les programmes d'entraînement. Donc voilà. Et voilà, je vous l'annonce avec cette vidéo. Je vais me lancer sur YouTube pour vous faire progresser de manière gratuite avec des conseils. Donc là, c'est le premier épisode de la podcast, du podcast. Je vais essayer malgré tout de faire en sorte d'avoir des invités et d'avoir des interviews qui sortent un peu du cadre. C'est-à-dire pas forcément faire venir un entraîneur de basket ou un coach de basket, mais faire venir des gens d'univers différents qui peuvent nous apporter quelque chose. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aux États-Unis. C'est que tu peux rencontrer un pilote d'avion et puis il peut te dire des choses qui peuvent être bénéfiques aussi sur les terrains de basket ou dans la vie de tous les jours ou tout ça. Et c'est ça que j'essaie de véhiculer à travers ce podcast. Mais voilà, il y aura aussi des vidéos face caméra, il y aura des vidéos d'entraînement, il y aura des vidéos conseils. Il y aura des vidéos sur la nutrition, sur la musculation, des vidéos un peu plus fun, il y aura des lives, il y aura tout ça. J'ai vraiment hâte de lancer cette chaîne YouTube. Il me tarde, c'est beaucoup de pression parce que j'aime pas trop, je suis pas trop à l'aise, je suis pas très à l'aise avec le fait de me mettre face à la caméra, même de parler de moi. Alors là, je me lâche, c'est tout d'un coup, hein. Faudra digérer tout ça. Mais voilà, c'est assez spécial comme exercice, mais j'ai vraiment hâte parce que j'ai vraiment envie d'étendre le projet Reaching Sport au plus de personnes possible. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous faire passer un message, c'est que vous, la communauté Reaching Sport, vous vous m'avez aidé, vous avez aidé Coach Beasley, vous avez aidé Coach Mike, vous avez aidé le projet Reaching Sport. Et c'est grâce à vous que ça va grandir. Donc, faut vraiment pas hésiter à mettre en avant ce qu'on fait, à nous soutenir soit en achetant des t-shirts, soit en achetant les programmes, encore mieux les programmes, parce que ça vous permet vous de progresser et nous de nous motiver à faire une version, peut-être une version 2, à faire tout ça. Donc vous avez vraiment une carte à jouer et il faut vraiment pas hésiter à nous faire des feedbacks, tout ça. Donc voilà. Je voulais vraiment passer ce message auprès de vous parce que vous comptez, vous êtes le cœur des préoccupations Reaching Sports et voilà, l'idée de la chaîne YouTube c'est aussi ça, c'est de vous donner du contenu gratuit pour pouvoir progresser. Donc voilà, là où j'en suis. L'idée de Reaching Sport à terme, c'est deux choses. Un, on en a parlé avec Coach Beasley, donc je vous fais un petit scoop. L'annonce officielle n'est pas encore faite, mais vous aurez le scoop pour ceux qui sont allés jusqu'à là, pour le podcast, pour l'épisode. Ceux qui sont allés jusqu'à là, vous allez avoir le scoop. On va lancer des programmes d'entraînement individualisés, fait par Coach Mike, fait par Coach Beasley et fait par moi-même pour la préparation mentale. En fait, vous allez choisir et en fonction de votre jeu, etc. Coach Beasley va vous faire le programme basket, Coach Mike va vous faire le programme musculation. Moi, je vais avoir des points réguliers avec vous, notamment sur la préparation mentale et tout ça. Pendant les points réguliers, il y aura, si vous le souhaitez, Coach Beasley et Coach Mike qui peuvent être là, pardon. Vous aurez un accès à l'application de nutrition gratuitement. Ce sera par abonnement mensuel. Et voilà, alors vous pourrez choisir que le basket, vous pourrez choisir que la musculation, vous pourrez choisir que la préparation mentale, vous pourrez choisir que la nutrition. Bon, si vous choisissez que la nutrition, autant prendre le programme nutrition. Hein. Mais voilà, ce sera un package un peu premium. On est en train de travailler dessus. Pour que ça soit plus facilement fait pour vous en termes d'expérience utilisateur. Voilà, donc on va travailler là-dessus. La chaîne YouTube, et l'idée d'ici 3 ans, c'est de dupliquer ce format-là de programme. Donc là, pour l'instant, c'est sur le basket, de le dupliquer sur d'autres sports. Et quand j'ai lancé Reaching Sports, c'est pour ça que ça s'appelle Reaching Sports
et pas Reaching Basketball, mais plutôt Reaching Sports et Sports avec un S, attention, parce que l'idée c'est de dupliquer ce format-là pour d'autres sports, pour du volley, pour du foot, pour du rugby, enfin voilà, pour tous les sports possibles et inimaginables. Donc voilà, d'ici 3 ans, on commence à se lancer là-dessus. Là, on est lancé marché français, marché américain, enfin marché anglo-saxon, marché francophone, marché anglo-saxon plutôt. Et on va essayer de se lancer sur d'autres choses. Voilà. Je voulais finir un petit peu sur l'entrepreneuriat et les difficultés, tout ça, le bonheur que ça peut engendrer. Mais je pense que ça n'a pas vraiment de pertinence. Je me rends compte maintenant que ça ne tient pas la route. Donc peut-être si ça vous dit, dites-moi dans les commentaires ou dans les DM si jamais vous voulez qu'on fasse un petit épisode là-dessus. Mais voilà, c'était un peu pour vous montrer ma légitimité. Alors c'est un peu dans le désordre, j'avais pas de plan précis, je savais juste qu'il fallait que je parle de mes débuts dans le basket, de mon changement de club, des camps que j'ai eu, de mon projet aux USA, de mon année aux USA, des débuts du projet Reaching Sport, de là où on en est aujourd'hui et de l'avenir. Donc voilà, ça fait beaucoup plus d'1 heure que je parle et j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez écouter ce podcast jusqu'au bout, que vous allez me donner des retours positifs. Les versions avec Coach Beasley seront vraiment différentes pour le coup. Elles seront plus courtes et ce sera sur des thèmes beaucoup plus précis, avec un petit peu de préparation en amont, mais on veut garder la spontanéité, donc on va préparer chacun de notre côté, mais on se montrera pas les idées avant, et comme ça on aura une vraie conversation à propos de ce sujet. Je sous-titrerai tout ça. Et puis j'en mettrai des petites parties sur les réseaux sociaux, une grande partie sur YouTube, et voilà. Bon, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a convaincu, que vous êtes au moins autant excité que toute la team Reaching Sports à poursuivre l'aventure. Et je vous dis à très vite pour une vidéo YouTube peut-être pour un autre podcast, peut-être pour les deux. Et n'hésitez pas à me donner des feedbacks, je réponds de manière générale aux commentaires et aux messages privés, donc voilà. Je vous remercie, c'était Coach Mathis et à très vite. Au revoir.